Un grand bonjour à toutes et à tous. Ravi bien sûr de vous retrouver comme chaque jeudi sur 01 TV, la chaîne de votre vie numérique pour 01 Hebdo, 52 minutes d'actu tech. Vous le savez, on est là chaque soir à peu près partout, sur 01 TV bien sûr, mais sur YouTube et 01net.com. Avec au menu ce soir dans 01 Hebdo, eh bien on va revenir sur l'actualité de cette semaine, de ce mois, voire de l'année. Elon Musk qui rachète Twitter pour 44 milliards de dollars. On en parle dans un instant avec Éric Le Bourlou de la rédaction de 01net.com. Tiens, pour les sportifs, pour les footeux, une montre connectée pour le foot qui, évidemment, monitore un petit peu tous vos faits et gestes. Très intéressant, on en parlera. Et puis, alors qu'on assiste à une explosion du e-commerce, tiens, une boîte à colis connectée, ça a du sens, ce sera notre rendez-vous Tech Care. Et puis, des applications pour faire des économies. C'est Margot Duchesne qui s'en charge. Comment économiser quelques euros. Et vous savez que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Voilà, vous savez tous, c'est le menu de 01 Hebdo. Bienvenue pour 52 minutes d'ActuTech comme chaque semaine. Alors, bien sûr, on salue Jérôme Colombin qui s'est accordé une petite semaine de vacances. Il sera là la semaine prochaine. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez retrouver 01 TV sur l'appli RMC BFM Play, sur les box SFR, Orange, Free et depuis peu, souhaitons la bienvenue à nos amis qui ont une box Bouygues Télécom qui peuvent donc retrouver dorénavant 01 TV. On vous salue, vous étiez nombreux à nous demander. Et bien voilà, ça y est, on est chez Bouygues aussi. Vous savez quoi, on va commencer tout de suite ce 01 Hebdo par l'actu, une actu très 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 chargée cette semaine. Et l'actu, je le disais, eh bien voilà, c'est ce rachat à 44 milliards de dollars, vous vous rendez compte ? 44 milliards de dollars pour s'offrir un réseau social. C'est Elon Musk qui a commis ce crime, en quelque sorte, et il s'est offert Twitter. On va en parler avec le rédacteur en chef de 01net.com, Éric Le Bourlou. Salut Éric. Salut François. Eh bien voilà, ça y est, c'est tombé depuis quelques jours. Alors on s'en doutait, parce qu'on voyait qu'il y avait une espèce de push de la part d'Elon Musk pour s'offrir Twitter. Ça y est, c'est acté. Et oui, il s'achète, voilà, comme ça, un peu. Un petit réseau social. En fait, c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vraiment un peu, on a l'impression que c'est sur un coup de tête. Oui, c'est ça. Il s'est dit début avril, allez, je vais prendre allez, presque 10% de Twitter, et puis après, il a fini par acheter complètement Twitter, en tout cas, sauf ordre contraire, sauf événement bien incroyable, sûr. Puisque c'est pas encore évidemment finalisé. Il y a tout un process, bien évidemment, de régulation, exactement. etc. D'accord, mais visiblement, c'est comme si c'était fait, et cet achat serait acté d'ici la fin de l'année, si tout va bien. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que Twitter donc rachète Twitter. Elon Musk rachète Twitter tout seul. Tout seul, voilà, comme un grand. Ça va lui appartenir. Bon, il a des sous, c'est l'homme le plus riche du monde. Voilà. Bon, il prend une partie de sa fortune personnelle, mais il a aussi pris des prêts pour pouvoir acheter Twitter. Mais effectivement, c'est dans l'objectif, parce que Twitter aujourd'hui est une société cotée en bourse, c'est dans l'objectif aussi de la rendre privée. Donc ça appartiendrait 100% à lui. Et donc les décisions seraient prises, toutes les décisions sur le futur de Twitter seraient prises par lui aussi. Alors évidemment, ça soulève plein de questions. Pourquoi Elon Musk s'offre-t-il Twitter, qui est sans doute le plus petit des réseaux sociaux finalement. Oui. Alors plus petit par la taille, par le nombre d'abonnés, mais peut-être pas le plus petit pour ce qui est de l'influence. Exactement. Parce qu'on le sait, voilà, je ne sais pas combien de centaines de millions d'abonnés Twitter, mais ça n'a strictement rien à voir avec Facebook. Oui, c'est effectivement, on est, je crois, si je ne m'abuse, autour des 300 millions d'abonnés. Comparé à Facebook, qui a plus de 2 milliards d'utilisateurs, c'est effectivement un nain de ce point de vue. En revanche, Twitter, depuis le départ, c'est un réseau social ouvert, qui est donc où tout est public, contrairement à Facebook où on peut vraiment s'exprimer de façon privée. Donc, ce que vous publiez sur Twitter, à moins de le spécifier autrement, mais c'est plutôt rare, est disponible sur le web. Et effectivement, Twitter est devenu, comme le dit d'ailleurs Elon Musk assez bien, la place du village mondial où tout le monde, les politiques, les journalistes, les lanceurs d'alerte, enfin tout le monde vient intervenir. Et c'est en cela qu'effectivement l'influence de Twitter est sans doute
plus grande que celle de Facebook finalement. Alors tout le monde vient intervenir, tu as raison, sur Twitter. C'est l'avantage et l'inconvénient aussi de ce réseau social qui est souvent pointé du doigt par ces fake news, la désinformation, des points de vue extrêmes. Exactement. Et c'est vrai que c'est un réseau qui justement fait beaucoup parler de lui de par ses défauts, en quelque sorte. Exactement. Et en fait, et là, le truc qu'on peut craindre avec Elon Musk, c'est que ces défauts-là, qui sont déjà vraiment présents aujourd'hui sur Twitter, sa position et l'envie pour laquelle il a racheté Twitter, ça en fait, on va dire, fasse grossir ces défauts-là. Clairement, il a racheté Twitter. Il le dit lui-même, même pas pour des raisons économiques. Aujourd'hui, c'est vrai que Twitter, alors c'est un nain économique par rapport à Facebook, c'est vrai. C'est un site qui a jamais été très rentable. C'est pas avec ça que Elon Musk va gagner des milliards de plus dans les années qui viennent, même si peut-être qu'il va trouver de nouveaux moyens de financement. Mais en fait, il achète plutôt Twitter pour des raisons politiques. Et c'est ça, en fait, ce qui pose vraiment un éventuel problème, c'est que Musk est un libertarien. Et il le dit lui-même, il veut faire de Twitter un champ de liberté d'expression, pas absolu, mais presque. Même s'il dit aussi dans le même temps que tout ça se fera toujours dans le respect de la loi. Dans le respect de la loi et des régulateurs et des régulations mondiales. Oui. C'est-à-dire que chaque pays... évidemment, il se pliera aux exigences de chaque pays en matière de modération, etc. Exactement, mais il va falloir savoir comment... en fait, c'est très compliqué de juger sur un tweet qui est en zone grise. Est-ce qu'éventuellement il contrevient aux règles de Twitter ou non? Lui, il est toujours pour dire que globalement, il vaut mieux laisser un tweet à partir du moment où on a un doute sur le fait qu'il est légal ou non. C'est un point de vue qui est le sien, qui est celui d'un libertarien absolutiste de la liberté d'expression et qui pourrait quand même provoquer pas mal de débats dans les mois qui viennent, enfin à partir du moment où il prendra vraiment le contrôle de Twitter. Vraiment, ça pourrait poser quelques problèmes. Oui, parce que alors il y a ce problème-là, il y a aussi la puissance d'Elon Musk sur Twitter, 82 millions d'abonnés. Oui. C'est hallucinant, c'est-à-dire que c'est son média. Exactement. Pour Elon Musk, son seul moyen de communiquer, alors peut-être qu'il est sur Insta, peut-être qu'il est sur Facebook, etc., mais son canal d'opinion, de diffusion d'informations, parfois ridicule, bête, mais aussi très importante, se fait sur Twitter. Ce qui fait qu'il rachète, en fait, c'est comme s'il rachetait son média. Exactement, il a déjà utilisé Twitter il a déjà d'ailleurs été condamné pour avoir utilisé Twitter pour, par exemple, livrer des informations boursières qu'il n'avait pas le droit de livrer. Qui étaient sensibles, bien sûr, et qui ont influé le cours de bourse. Exactement. Il a été d'ailleurs sanctionné pour ça. Exactement, donc il utilise aussi effectivement Twitter pour faire des petites blagues, parfois d'un goût très douteux d'ailleurs. Et il a une communauté de gens très fidèles qui le suivent à mort. Et il a une influence aussi sur éventuellement le discours global qui peut avoir lieu sur Twitter. Et c'est ça en fait qui est aussi... peut être problématique finalement. Juste un exemple, par exemple, il a hier, dans la nuit, pour nous, critiqué une des patronnes de Twitter actuelle, en fait, en disant ce qu'elle a fait, c'était pas super. Okay, il a juste commenté un tweet. Résultat des courses, elle s'est fait harceler. Elle a subi je ne sais combien de tweets qu'on ne va pas citer ici, mais infernaux, parce que en fait, juste Elon Musk a dit c'est pas super ce qu'elle a fait. Voilà, donc ça c'est l'influence qu'il peut avoir sur Twitter est hyper importante et c'est vrai que tu as raison, il rachète son propre média. Ce qui est un peu dingue. Ça me fait penser un peu à Donald Trump qui a utilisé beaucoup Twitter comme façon de propager ce qu'il voulait dire et qui aujourd'hui effectivement a été banni de Twitter, on s'en rappelle. Et qui aujourd'hui crée son propre réseau social pour pouvoir avoir son propre média. Avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, la création de son réseau social. Ça se passe pas très bien. C'est assez étonnant. Mais on va voir ce qu'il va en faire. Alors, Elon Musk est un génie un peu fou, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à la fois il a des réussites qui sont flamboyantes, Tesla est une réussite incroyable, il est en train de révolutionner l'industrie spatiale, mine de rien que ça, avec des projets incroyables d'aller sur la Lune et peut-être aller plus tard sur Mars. Et au début, qui réatterrissent parce que c'est vraiment c'est ça. Un truc incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent au début on se moquait d'Elon Musk de par ses projets complètement farfelus.
mais après on s'en moquait beaucoup moins parce qu'il arrivait à les transformer, ces projets, et en faire une réalité. On peut peut-être aussi lui faire confiance avec Twitter. Oui, mais le truc, la différence entre Tesla ou SpaceX, c'est que là on ne sait pas quel est exactement son projet, sauf à dire que c'est de dire qu'il faut que ce soit un endroit de liberté d'expression absolue. Ok, très bien, mais à part ça, finalement, qu'est-ce qui va changer sur Twitter? Alors, il a donné quelques pistes, autrement. Il a effectivement dit qu'il voulait se débarrasser des bots qui polluent Twitter en permanence. Il veut que tous les humains sur Twitter, les vrais humains, soient certifiés, tu sais, avec le petit badge bleu qui te permet de dire c'est vraiment cette personne qui parle. Il a aussi beaucoup milité pour un bouton Edit, qui est attendu depuis longtemps. Qui permet de modifier un tweet, parce que rappelons-le, si vous n'êtes pas un féru de Twitter, à partir du moment où vous écrivez un truc sur Twitter, vous envoyez, soit vous supprimez le tweet, mais vous ne pouvez pas le modifier. Exactement. Donc là, ça c'est un des premiers trucs d'ailleurs qu'il a dit quand on a vu qu'il commençait à s'intéresser à Twitter, c'est effectivement qu'il voulait un bouton Edit, c'était absolument important pour lui. Donc celui-là, je pense qu'il va arriver très très vite. Après, voilà, le bouton Edit, c'est-à-dire que si on modifierait un tweet, on perdrait en fait tout l'impact que le précédent tweet a eu. C'est-à-dire qu'on perdrait les retweets, les likes, etc. Ce qui est plutôt un moindre mal, puisque en modifiant un tweet, on peut modifier le sens du tweet. Et là, si vous le modifiez, bien sûr, vous perdez tout l'acquis de l'influence sociale que ce tweet a pu avoir. Exactement. En fait. Donc c'est plutôt malin. Oui, c'est comme ça c'est la fonction en tout cas, c'est de cette manière qu'il travaille dessus pour l'instant. Voilà. Alors, qu'est-ce que va bien pouvoir faire Elon Musk de Twitter? On le saura dans les mois qui viennent. Oui. Il y a aussi pas mal de rumeurs concernant une volonté de départ de beaucoup de salariés de Twitter, qui se retrouvent dans une situation un peu gênante, voilà, parce qu'ils vont changer de boss. Forcément, on peut imaginer qu'une bonne partie de la direction de Twitter va les valser. Il a même évoqué le fait de déménager Twitter, parce qu'il se dit, tiens, comme tout le monde est en télétravail, si on transformait les locaux de Twitter en siège pour SDF, en fait. Donc, c'était assez violent. C'est assez violent. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que Twitter, c'est quand même une entreprise qui est basée à San Francisco, d'une culture très libérale. Tout à fait. Qui n'est pas celle d'Elon Musk, qui est parti au Texas maintenant. Qui est parti au Texas pour toutes ces entreprises, qui n'a plus envie trop de cette Californie qu'il estime trop libérale et trop en fait woke. Alors qu'il en a fait partie. Il en a fait partie, mais effectivement, maintenant, on va dire qu'il a durci un peu ses convictions. Et effectivement, on peut comprendre que pour les salariés de Twitter actuels, ça va être un sacré changement d'ambiance et de culture d'entreprise. On suivra ça de près, bien sûr. C'est le début de cette saga Twitter avec Elon Musk. Eric, dans l'actualité aussi, il y a cette histoire incroyable de câbles Internet coupés. C'est arrivé il y a quelques jours, un peu partout en France. Vous savez que, évidemment, pour avoir Internet partout, il faut de la fibre. Alors, il y a la fibre qui arrive à votre maison, mais il y a aussi, on va dire, de gros nœuds de fibre, de gros câbles qui alimentent, évidemment, des quartiers, des routes, des villes, etc., etc. Et il y a eu, malgré tout, comment dirais-je, ces actions malfaisantes qui ont été faites de manière coordonnée un peu partout en France pour affaiblir, en quelque sorte, on peut le dire, l'Internet français. Oui, ça a été, en fait, c'est tout simplement du jamais vu. Il n'y avait jamais eu une telle attaque physique sur Internet. Alors, on en connaît des attaques contre Internet. Il y a du DDoS, on connaît. Voilà, il y a moyen d'atteindre à la connexion des gens par des moyens, on va dire, logiciels. Là, il s'agit tout simplement d'une attaque beaucoup plus grave, puisqu'on coupe les câbles, ils ont été sectionnés tout simplement, et ça a été fait de façon, effectivement, comme tu le disais, coordonnée, presque en même temps. Oui, en pleine nuit. En pleine nuit. Pour pas être remarqué, on va dire. Et d'ailleurs, Free a publié quelques photos, parce que Free a beaucoup été touché par ces attaques. C'est l'opérateur qui a été le plus touché. Voilà. Free a publié plusieurs photos de ces câbles sectionnés, et c'est assez impressionnant de les voir, puisque c'est carrément une petite section d'un câble qui a été tout simplement enlevée. Tout à fait. Et en fait, en faisant ça, ça complexifie la réparation de ces câbles-là. Exactement. Donc ça a été fait par des spécialistes qui savaient que, ils allaient faire mal. Exactement. Alors,
Effectivement, ils ont fait mal. Alors, ils ont fait mal et il y a eu beaucoup de pannes, hein, évidemment. Des ralentissements en région Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est et même l'Île-de-France, hein, puisque autour de l'Île-de-France, il y a eu pas mal de câbles sectionnés. Exactement. Alors, ce qui est par contre intéressant, et ça montre aussi quand même la puissance d'Internet, on va dire, c'est qu'il y a eu des pannes. Mais ça n'a pas été quand même le chaos total. Ça n'a pas été Pourquoi ? blackout. Parce que Internet est fait de manière à ce qu'il y ait de la redondance. Quand il y a un câble qui est coupé, on peut passer par une autre voie. Alors c'est vrai que ça va être moins long, ça va être plus long, ça va être peut-être il y aura un peu plus de latence. Mais malgré tout, on restera connecté. Ouais, alors il y a des gens qui ont été déconnectés, ça évidemment ça a été. Mais mine de rien, vu l'ampleur du sabotage, on aurait pu s'attendre à pire. Oui. Et finalement, on peut aussi voir dans cela la beauté un peu d'Internet. Internet arrive à continuer à se connecter, même si ça va un peu moins vite, y compris quand on coupe physiquement des câbles. Oui. Et ça, c'est plutôt pas mal quand même. C'est une espèce de résilience en quelque sorte, hein, redondance, résilience. Alors il faut savoir que le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur cet acte de malveillance. Voilà, alors qui a fait ça ? On le saura sans doute un jour, mais c'est vrai que Free a été l'opérateur le plus touché, mais les autres aussi, hein. Bouygues Télécom, SFR, Orange, bien évidemment, les opérateurs qui ont condamné bien sûr cet acte qui engendre des conséquences préjudiciables pour la vie économique et sociale de notre pays. Ouais. Et tu le disais, ça fait réfléchir aussi à la robustesse de l'Internet d'une manière générale, alors mondiale mais aussi français. Est-ce qu'il ne faudrait pas câbler encore plus peut-être notre territoire pour justement pallier à ces actes de malveillance. Après, il y a des actes accidentels, hein, une pelleteuse qui creuse dans une route ou quoi et qui arrache plein de câbles, hein, c'est déjà arrivé. Donc il y a aussi cette volonté de la part de certains professionnels d'augmenter la densité des câbles pour éviter justement ce type de problème. Et ce qui a été aussi dit, c'est qu'il y a beaucoup de ces endroits qui sont très peu surveillés en fait finalement. C'est vrai que c'est des infrastructures critiques, mais qui sont assez peu surveillées par justement de la vidéosurveillance par exemple. Et en fait, une des décisions qui va être prise là, c'est de décider de regarder un petit peu plus ce qui se passe autour de ces câbles, notamment la nuit, puisqu'il est assez facile finalement de pouvoir y accéder et de provoquer un chaos. Peut-être à des endroits stratégiques, mettre des caméras, voilà, hein, on voit que ça devient un sujet très sensible. Hein. Dans l'actualité aussi, c'est la VR et notamment Meta qui, à l'occasion de la communication de ses résultats financiers du premier trimestre, a annoncé pas mal de choses concernant la VR. On sait que c'est un gros morceau pour Meta. C'est le métavers, le fameux métavers que tu adores, on le sait bien sûr. J'adore le métavers. Il te tarde d'avoir un petit Éric Le Bourlou en VR, ça va être cool. Un petit avatar, et puis me faire mes courses. Faire tes courses, tout ça, discuter, aller boire des coups. Ça va être sympa. Ça va être cool. Non, mais en fait, alors c'est vrai que le métavers, on en pense ce qu'on veut. En revanche, ce qu'on ne peut pas nier, c'est que Facebook, ou Meta, pardon, fait beaucoup d'efforts pour faire du hardware qui est intéressant, des devices, des appareils électroniques. Ils veulent vraiment être un peu les prescripteurs dans ce domaine-là, on a l'impression. Ils ont débauché beaucoup de talents dans d'autres entreprises pour faire ça. Ils dépensent énormément d'argent dans le Reality Labs, qui est sa division qui s'occupe de ça. Et ils ont des projets qui sont plutôt sympas d'un point de vue hardware, en tout cas. Et là, Mark Zuckerberg, effectivement, a un peu parlé de son nouveau projet de casque qui va sortir cette année. Alors, pour l'instant, il s'appelle le Project Cambria. C'est son nom de code. Il ne s'appellera pas comme ça. Il s'appellera peut-être MetaQuest Pro ou quelque chose comme ça. Mais c'est un casque très intéressant puisqu'en fait, il dit clairement dans le petit call qu'il fait avec les investisseurs, il dit clairement qu'il voudrait avec ce casque remplacer votre ordinateur. C'est-à-dire, vous n'avez plus de PC, vous mettez ce casque et puis vous avez un PC. Donc en tout cas, c'est une réflexion intéressante. C'est son objectif. Il dit d'ici à 2030. Les casques de VR, les lunettes auront remplacé comme principale forme d'informatique le smartphone ou le PC. C'est vraiment son ambition, sa vision des choses. Et il pense qu'avec son projet Cambria, qui va arriver bientôt, on pourra déjà commencer à travailler dans un mix de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Ça va être un casque qui va être techniquement sur le papier est intéressant en tout cas, puisque c'est un casque qui sera beaucoup plus léger à porter.
avec un nouveau type d'optique qui permettra en fait d'avoir un casque beaucoup plus fin. Et il y aura aussi normalement un champ de vue, parce qu'en fait le problème dans la réalité virtuelle, c'est le champ de vision. Le champ de vision, on voit que souvent que sur les côtés, c'est un peu étriqué. Là, le champ de vue sera amélioré. Il y aurait aussi, et ça c'est très intéressant, il y aurait aussi le suivi de vos mouvements faciaux. Donc si tu parles à quelqu'un en VR, la personne en face, par ce biais de ton avatar, verrait quels sont exactement les mouvements du visage que tu fais. D'accord, donc on pourra restituer quelques émotions. Exactement. Grâce à ces capteurs. Grâce à ces capteurs, et aussi, et ça c'est encore plus intéressant à mon sens, le tracking des yeux. C'est-à-dire qu'en fait, le casque va permettre de savoir où vous regardez dans la réalité virtuelle. Autrement dit, quand tu regardes à un endroit... Si par exemple je regarde sur la droite, automatiquement le focus va se faire sur la droite. Et ça va permettre aussi au monde en 3D d'être plus précis à l'endroit où tu regardes, d'avoir des mondes en 3D mieux définis. Et puis par ailleurs aussi, quand on est en réunion, de pouvoir avoir le contact visuel avec d'autres personnes qui ont ce casque. Ça, c'est assez ambitieux. Ils vont sortir ça donc avant la fin de l'année. Ce ne sera pas un casque au même prix qu'aujourd'hui le MetaQuest, qui est pas très cher, qui coûte à peu près 300 €, 350 €. Là, je pense qu'on va plutôt s'orienter vers des prix qui seront plus proches de ce que propose Microsoft, peut-être un peu avec son HoloLens. Ah oui, on serait plus à plusieurs milliers d'euros sans doute. On ne sait pas, ils n'ont pas donné du tout de prix, mais je pense qu'en dessous de 1 000 €, c'est même pas imaginable. D'accord, mais ça serait plutôt pour les développeurs alors en fait, c'est un casque qui destine aux professionnels. C'est-à-dire, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent dire par professionnel. En tout cas, pour des gens qui voudraient travailler avec. Et effectivement, pourquoi pas un remplaçant du PC. Ça fait longtemps que Facebook et Meta travaillent sur ce côté je vais travailler dans la réalité virtuelle. Je crois que d'ailleurs tu as déjà fait des expériences en ce sens, des réunions. Bon. Ça m'a marqué, crois-moi. Mais tu as déjà la possibilité avec le casque actuel de Facebook de pouvoir utiliser un clavier que tu vas voir dans la réalité virtuelle. Tu peux partager ton PC dans le métavers. Exactement. Et ça marche très bien d'ailleurs. Ça marche très bien. Mais là, on aurait un casque qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus efficace. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas déjà le successeur en fait du Quest 2 qui est sorti il y a 2 ans. Mine de rien, c'est un casque qui commence à dater, qui est vraiment excellent. Qui se vend très bien d'ailleurs. Qui se vend très bien et qui est excellent, mais qui, comme tout produit technologique, au bout de 2 ans, mériterait quand même une petite mise à jour. Et je m'attendais vraiment à ce que Mark Zuckerberg annonce le successeur de ce Quest 2 avec un Quest 3, mais visiblement, c'est pas dans les cartons. Non, alors peut-être qu'ils vont le sortir aussi. Mais en l'occurrence, là, effectivement, c'est une nouvelle gamme de produits beaucoup plus chers. Voilà, beaucoup plus premium et plus premium. Avec plus de vision, on va dire, à long terme, je pense. C'est un peu les prémices du métavers, mine de rien, pour le coup. Mais aussi, c'est important pour Mark Zuckerberg d'avoir des produits comme ça, relativement abordables, pour insuffler cet esprit métavers. Parce que si c'est avec les pros qui l'ont, sachant que, bien sûr, Apple s'intéresse à tout ça. Alors Apple, on ne sait pas quand ils vont le présenter, mais il y a des chances que ce soit cette année ou l'année prochaine. Il y a un projet de masque VR. Et puis alors, l'info intéressante, c'est Samsung, qui, pendant plusieurs années, avait vraiment poussé les masques de VR, tu t'en souviens, avec les Gear VR. Voilà, les Gear VR, on rentrait carrément le smartphone et Galaxy dans le masque, qui transformait le Galaxy en écran, en quelque sorte. Et bien là, Samsung, visiblement, veut aussi sa part du gâteau. Exactement, ils ont déposé des brevets en ce sens. Ils veulent revenir, en fait, sur le terrain. Le Gear VR, et tu les as essayés comme moi, comme tous ces casques de l'époque où on mettait son smartphone dans le truc. C'était un peu du bricolage. C'était pas terrible. Donc là, ils ont un projet beaucoup plus sérieux. Et puis Samsung, c'est quand même des gens qui savent faire du hardware. Bien sûr. Ils sont très bons dans l'écran, avec notamment le LED. Exactement. C'est le plus grand fabricant d'écran du monde et ils savent faire des dalles d'une extrême qualité. Donc effectivement, ils reviennent là-dessus. Alors c'est plutôt flou pour l'instant. On ne sait pas quelles pourraient être exactement les spécifications techniques de cet appareil. Mais il est évident, pour l'instant, on parle beaucoup de VR dans les boîtes et VR AR dans les boîtes américaines. C'est vrai, il y a des projets ailleurs, mais c'est vrai que c'est beaucoup porté par évidemment Meta, mais aussi Google, mais aussi Apple. Là, c'est intéressant de voir que Samsung s'y intéresse aussi. Même si le problème de ça, c'est que ça réclame quand même beaucoup de R&D, ça réclame beaucoup d'argent. On le voit là, les dépenses que fait Facebook en matière de R&D pour arriver à des casques qui soient à la fois légers,
avec une vraie immersion quand on les met, c'est pas évident, donc ça réclame beaucoup d'argent. Il fait peur, hein, le masque de Samsung là, que tu as derrière toi, on dirait des yeux de mouche là. C'est un petit peu ça, ouais. Ça fait un peu flipper quand même. Hein. On espère que c'est pas le design final, non, je suis pas sûr que là... Évidemment, c'est des délires de designers, hein, parce que franchement, s'ils ressemblent à ça, ils vont pas en vendre beaucoup. Mais bon, c'est intéressant, hein, voilà, la VR s'accélère, hein, quoi qu'on dise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le concept, qu'on trouve ça effrayant ou pas, on voit que, en tout cas, pas mal d'acteurs commencent à se positionner là-dessus. Et là, je dirais la VR et l'AR. La VR et l'AR, bien évidemment. Parce que c'est ça tout le truc de Facebook, c'est aussi mélanger la réalité virtuelle et le monde réel, quoi. Et bien voilà pour l'actu de cette semaine. Merci beaucoup pour ton analyse, Éric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net.com. Écoutez, je ne sais pas, est-ce que tu aimes le foot, tiens, Pas Éric? trop. Pas trop je t'avoue, non, je ne suis pas très fan de foot. T'es pas très fan de foot. Non, j'y connais rien surtout. Vraiment, je connais rien du tout. Eh bien écoute, tu sais quoi, on va avoir une leçon particulière avec mon invité qui arrive tout de suite sur le plateau. Ça s'appelle YouKick et Hassan Koulou va venir nous présenter une montre connectée qui permet en fait d'améliorer ses performances quand tu es joueur de foot. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ouais. On en parle tout de suite. Et ça s'appelle donc YouKick. Hassan Koulou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, vous êtes le cofondateur de YouKick. Et alors, en fait, vous inventez quelque chose là. C'est une montre connectée, la première montre connectée, qui est dotée d'un capteur en fait qui se détache. Tout ça pour en fait améliorer, j'imagine, l'analyse en fait des joueurs de foot. Expliquez-nous ce que vous avez mis au point avec YouKick. D'accord. Donc YouKick, vous l'avez dit, c'est une montre 2 en 1. Ouais. C'est la première montre connectée qui est développée pour les footballeurs. Donc c'est une montre connectée pour tous les jours, hein, qui va faire donc forcément qui donne l'heure, qui va vous donner le pouls, la distance parcours, le nombre de pas, la surveillance du sommeil. Qui est connecté aussi au smartphone pour les notifications, etc. ou pas? Alors on ne reçoit pas les notifications, donc on a fait le choix justement de ne pas perturber l'utilisateur. Donc c'est un objet santé, on va dire. Exactement, santé. Et quand on souhaite se connecter avec son application, donc là on reçoit et on synchronise toutes ces informations santé. Donc la particularité, c'est que ça se détache très facilement du bracelet. D'accord. Et ça vient se mettre dans un manchon. Donc là il y a le manchon. Donc c'est livré avec deux manchons, donc un manchon pour les enfants et un pour les adultes. D'accord. Et une fois que c'est placé donc au niveau du mollet, donc on emmanche. Donc il y a un petit emplacement dans le tissu, c'est ça? On loge le capteur. Exactement, il y a une petite poche à l'intérieur. D'accord. Pour que le capteur soit bien scellé au niveau de la jambe et que ça ne bouge pas pendant le match. Et une fois que c'est fixé au niveau de la jambe, donc on rentre sur le terrain et il y a donc des algorithmes de détection de mouvement à l'intérieur qui vont détecter une vingtaine de patterns, ce qu'on appelle des patterns. Donc c'est lié à de l'intelligence artificielle. Des gestes, des actions. Exactement. Donc il va y avoir les pas forcément, donc la vitesse du pas en marche, en course, en sprint, mais également quand on va toucher le ballon. Donc est-ce qu'on fait une passe, est-ce qu'on fait un tir, et ça va même mesurer la vitesse des frappes. Ça va venir estimer la vitesse des frappes. D'accord. Et donc ça permet grosso modo d'amener tout ce qui existe au niveau professionnel, d'amener ça sur le niveau amateur. Donc aujourd'hui, tous les joueurs professionnels sont équipés de balises GPS, et donc il y a des dizaines de caméras autour d'un terrain de foot. On peut pas amener ces caméras, on va dire, sur le monde amateur et le généraliser. Donc nous, notre idée, ça a été vraiment... Parce que ce sont des équipements coûteux, bien évidemment. Exactement. Et donc là, cette solution donc, permet justement de démocratiser l'accès aux données, donc c'est destiné aux 7 à 77 ans. Donc on a une cible particulière qui est quand même les jeunes, hein, pour gamifier, on va dire, et amener la passion pour le foot au-delà du terrain. Alors évidemment, c'est un concentré de technologie, j'imagine qu'il y a plein de capteurs. Pourquoi avoir pris ce parti délibéré de mettre ce capteur au niveau du mollet? On n'aurait pas pu avoir autant d'informations simplement en gardant le capteur sur le bras? Très bonne question. Donc la montre est interdite en compétition, quand on joue au foot. Voilà. D'accord. Donc on n'a pas le droit de garder de montre. On n'a pas le droit de porter une montre. Pour des accidents, pour éviter des accidents, de blesser, des chocs, etc. Pour éviter les chocs. Donc, par contre, c'est autorisé au niveau d'avoir des protèges tibia, d'avoir sous les chaussettes, il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Et donc c'est-à-dire qu'en fait, vous auriez pu récupérer toutes ces données
Alors peut-être pas avec la même précision au niveau du bras. Tout ce qui est on va dire, métrique footballistique, donc tout ce qui est tir et passe, il faut impérativement être au niveau de la jambe pour le voir. D'accord. Donc il y a des solutions concurrentes pour les professionnels où c'est des capteurs GPS. Vous verrez souvent sur les footballeurs pros, ils ont une brassière et ils ont un capteur GPS dans le dos. Donc ça c'est très intéressant pour avoir les distances. Donc on arrive à voir également, mais ils n'arrivent pas à voir justement tout ce qui va être les tirs et tout ce qui va être passe également. Alors, l'idée c'est que je fais un match avec cet équipement. Qu'est-ce qui se passe après ? Quel type de données je vais récolter ? C'est post-match, c'est pas en temps réel. C'est après, c'est un post-traitement. Donc à la fin du match, donc on synchronise notre objet avec. Donc je mets ma montre quoi ? En fait, je synchronise en Bluetooth sur. Voilà, en Bluetooth sur Android. Voilà, d'accord. Donc, et on a une solution filaire également si pour le PC. Si on veut sur iOS ou sur PC. Ouais. D'accord. Et donc l'idée c'est vous synchronisez donc les données qui ont été enregistrées pendant le match. Donc on peut enregistrer jusqu'à 3 heures de match. Jusqu'à 10, on peut avoir 10 matchs qui sont sauvegardés là-dedans. Donc il y a une mémoire qui est très suffisante. Ouais. Donc on synchronise avec son appareil, avec son téléphone, et on récupère ces données-là qui sont traitées par nos algorithmes, et ensuite on restitue un rapport. Et dans ce rapport, il va y avoir donc une note globale sur 6 axes, avec donc, tout ce qui va être lié à l'endurance, à la vitesse maximum, au nombre de ballons touchés, au fait de jouer vers l'avant, on va dire et la possession de balle. D'accord. Donc tous ces éléments vont donner le côté offensif qu'on peut avoir dans le match, etc. Voilà, vont donner une note sur 10. Donc le joueur va avoir tout de suite un rapport succinct avec. Et après, donc il y a une analyse plus détaillée avec le nombre de mètres parcourus en marche, en course, mais également en sprint, minute par minute, sur toute la durée du match. Le nombre de ballons touchés. Et après, donc on a également la vitesse maximum et la vitesse de frappe. Voilà. Est-ce que vous suivez aussi les constantes vitales du joueur ou en fait, par exemple, la fréquence cardiaque, vous ne l'enregistrez pas ? Donc on a la fréquence cardiaque, donc il y a un capteur de pouls qui est positionné à l'arrière de l'appareil. D'accord. Et qui marche même quand on est sur le mollet ? Donc il marche très bien au niveau du poignet. Ouais. On a encore des difficultés à le faire fonctionner au niveau du poignet, au niveau de la jambe. Donc c'est simplement à cause des problématiques de friction. Oui, parce que ça bouge un petit peu. Exactement. Donc pour l'instant, on ne peut pas promettre d'avoir ces données-là. Mais vous y travaillez ? On y travaille. Ça fait partie des plans de développement qu'on a sur les prochains mois. Oui, parce que avoir aussi certaines constantes vitales du joueur, ça peut avoir du sens aussi. Alors on a les constantes avant match et après match, ou avant entraînement, après entraînement, ce qui nous permet d'évaluer la fatigue et d'évaluer la récupération. D'accord. On voit très significativement un changement de fréquence cardiaque moyenne avant un entraînement, après un entraînement. Ça donne une idée sur la fatigue et ça donne une idée également sur la qualité de récupération. Hassan Koulou, à qui sert ce type d'objet ? Parce que malgré tout, ce sont des données qui peuvent pas forcément intéresser tous les joueurs, exactement. On est d'accord. À qui ça s'adresse ? Donc notre cible prioritaire, ça reste les performeurs, donc ceux qui veulent s'améliorer, ceux qui veulent suivre leur progression, parce que clairement, si on ne mesure pas, on ne peut pas s'améliorer. Donc on va... on a tout un tas de clients, on va dire c'est les joueurs élites dans les... qu'ils aient 8 ans ou qu'ils aient 16 ans. Donc c'est vraiment notre cœur de cible, il est à ce niveau-là. Donc des enfants, des jeunes qui veulent progresser, mais également des moins jeunes. Donc qui cherchent à se challenger eux-mêmes, mais à se challenger également avec leurs amis et pouvoir partager également. Donc on a un mode où on peut partager son rapport donc avec ses amis, avec ses parents, avec un proche. Et se comparer. Ouais. Surtout si on a été bon. Ouais, exactement. Parce que si on est moins bon, on n'aura peut-être pas envie de partager. Exactement. Hein. Exactement. Est-ce que ça a du sens pour les joueurs pros, votre solution ? Alors, les joueurs pros... Ou alors ils ont déjà tout ce qu'il faut. Exactement, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, le joueur pro, il a... on va dire que la solution lui vient du préparateur physique. Donc, c'est le préparateur physique qui va chercher à voir l'état de forme de son joueur, donc l'état de récupération. Donc c'est un enjeu énorme pour la gestion d'une saison pour le staff technique. Néanmoins, on a des intérêts sur les joueurs pros, on va dire pros à partir de la D2 nationale, où on a également ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir un... Et cette solution, j'imagine, est moins onéreuse. Combien ça coûte d'ailleurs, YouKick ? Alors le prix public, c'est 150 €. D'accord. 149 €. C'est intéressant parce que finalement, si on déroule le fil, aujourd'hui vous vous intéressez au foot, mais demain ça pourrait être le tennis, par exemple. Enfin, on peut imaginer avoir ce type de capteur ou au niveau du mollet ou au bras pour analyser d'autres sports, en quelque sorte. Exactement. Donc il y a
C'est scalable sur beaucoup de sports, donc on pourrait faire d'autres sports. On a choisi le football parce que c'est le sport le plus populaire. 260 millions de pratiquants dans le monde, 2 millions de licenciés. Mais vous tenez quelque chose qui peut-être est, en tout cas, intéressant dans d'autres disciplines sportives. Exactement. Voilà, ça s'appelle YouKick. Merci beaucoup Hassan Koulou. Merci à vous. Cofondateur donc de cet objet qui est déjà sorti. Donc on est en cours de lancement. Donc il sera disponible à partir de lundi sur notre site et sur Amazon. Voilà, on le découvre en avant-première donc sur 01 TV. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être passé par le plateau de 01 Hebdo. Notre rendez-vous Tech Care maintenant. Écoutez, voilà, si vous vous offrez, pourquoi pas, ce petit objet connecté, cette montre connectée YouKick, peut-être allez-vous la commander sur Internet et peut-être allez-vous vous faire livrer. Enfin, se faire livrer quand ça marche, parce que parfois ça ne marche pas. Adrien Oxman nous a rejoint. Bonjour Adrien. Bonjour, enchanté. Vous êtes le cofondateur de Box. Bienvenue sur le plateau de 01 Hebdo. Alors, expliquez-nous un petit peu cette boîte à colis que vous développez et qui est très complète en fait. Quel est le concept de Box ? Box, c'est une société qui a été créée avec une mission qui était celle de faciliter et de simplifier la réception des colis au domicile. Le postulat de départ, c'était qu'on commande souvent sur Internet, de plus en plus. On a beaucoup de mal à recevoir ces colis chez soi. On n'est pas là. Enfin, voilà. Ça finit au point relais, au bureau de poste. Et Box, c'est une solution c'est un petit peu l'avenir de la boîte aux lettres. C'est une boîte à colis intelligente qui se comporte un peu comme un concierge automatique, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec, par rapport à la boîte aux lettres, la particularité d'être d'une part plus volumineux et puis beaucoup plus sécurisé parce qu'un colis, ça coûte plus d'argent qu'un courrier. Donc c'est un système assez simple, qu'on a voulu le plus simple possible. Et qui se substitue en fait au... Parce qu'on le met où, cette armoire, en fait? Ça serait au pied d'un immeuble, dans un hall d'immeuble, à un autre endroit, dans un quartier? Comment vous l'imaginez? Alors, on fait plus que l'imaginer, parce qu'on a plusieurs milliers déployés sur le territoire français. Donc comment ça se passe aujourd'hui? On les installe. Alors, nous, on a deux principales verticales, qui sont l'habitat collectif et l'habitat individuel. Dans l'habitat collectif, on se met en général dans le hall de l'immeuble, quelque part à côté des boîtes aux lettres ou dans le sas d'accès de l'immeuble, vous savez, après avoir passé le petit badge là, pour ouvrir. Oui. Et dans les maisons individuelles, on se met en façade de la maison ou en devanture ou au niveau du porche ou de la grille d'accès de la maison, au même endroit. On se substitue à la boîte aux lettres dans la maison. D'accord. Alors que dans l'immeuble, on vient en complément des boîtes aux lettres, amener une sorte de local à colis sécurisé pour la cage d'escalier. Le facteur fait son job comme d'habitude. Et puis, il y a malgré tout cet endroit où on va stocker les colis plus volumineux et ayant plus de valeur, c'est ça, Exactement. Et donc, tout repose sur un système très simple, qui est en fait, nos utilisateurs, quand ils se font livrer un colis, grâce à leur application Box, peuvent générer un code d'accès à usage unique qu'ils vont donner à leur livreur, soit par téléphone, soit dans les renseignements de l'adresse. Ce code apparaît sur l'étiquette du colis et le livreur, quand il arrive, il a juste à taper le code sur la porte. Il glisse ce colis dedans. Il glisse ce colis, il referme. Ça se referme. Et vous, quand vous rentrez chez vous le soir, vous sortez votre téléphone, vous ouvrez en Bluetooth la boîte. Pas avec le code que... Non. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce qu'on se sert du smartphone des utilisateurs pour échanger tout un tas de données, mettre à jour les codes d'utilisation, remonter les historiques d'activité de la box. Mais si je rentre le code, que le livreur rentre, ça n'ouvrira pas ? Si, ça l'ouvrira, mais ça l'ouvrira qu'une fois. Donc vous serez obligé de refaire la manip pour donner un deuxième code de livreur, puisque les codes sont à usage unique. C'est ça qui fait une partie de la sécurité de la solution. Voilà. C'est-à-dire qu'un livreur, en fait, s'il vient le lendemain, il aura un autre code pour ouvrir la même armoire, en quelque sorte. C'est ça ? Exactement. À moins que ce soit un livreur très récurrent avec lequel vous avez un abonnement, auquel cas on a des codes un peu spécifiques qui ont des périodicités. Il ne faut pas que ce soit trop fastidieux aussi pour le livreur, en effet. Exactement. Donc, vous l'avez dit, plusieurs milliers de boîtes comme ça. Après, vous êtes soumis à la place qu'on peut avoir dans les halls d'immeubles. On voit par exemple à Paris, la place est comptée, les mètres carrés sont très chers. C'est pas un problème ça pour le développement de votre solution? Non, justement, notre solution, elle a été conçue en partant de ce problème-là. C'est-à-dire que les parties communes de l'habitat collectif français et puis européen et de l'ancien monde en général sont assez petites, assez étriquées. Donc il fallait une solution qui soit très compacte,
très peu encombrante, et puis également qui soit très facile à déployer, c'est-à-dire où il n'y a pas besoin de commencer à faire un raccordement Internet ou un raccordement de ligne électrique, sinon ça devenait mission impossible. Là, tout fonctionne en 4G, j'imagine, avec une puce. Non, il y a même pas. On fonctionne sur pile avec une antenne Bluetooth et on se sert du smartphone des utilisateurs comme point d'accès mobile. Donc on a une technologie qui est très très light et qui nous permet d'avoir des coûts de revient, de fonctionnement et de déploiement qui sont très faibles. Et encore une fois, donc la box, si vous voulez, la box hub dans l'habitat collectif, c'est plutôt un local acolyte, donc c'est un truc assez compact. Ça fait 1 mètre de haut, 50 de large, 43 de profondeur pour être exact. Et donc ça veut dire que moi, finalement, je suis client, j'ai commandé mes produits sur n'importe quel site, je vais arriver devant ma box, enfin devant mon armoire, je vais l'ouvrir, je vais avoir plein d'autres colis, en fait. Je ne vais pas avoir que le mien, je peux avoir potentiellement des colis de mes voisins. Tout à fait, potentiellement. Alors, les colis de vos voisins sont... Alors, il faut savoir que chaque box pèse les colis. Donc, on a une balance connectée au fond qui remonte toute l'activité de flux entrant et sortant de colis. D'accord. Et puis, on va vous inviter également à déclarer la réception de vos colis et à confirmer le nombre de colis restants dans la box. Donc en fait, on a tout un système à la fois de contrôle externe par des capteurs et de contrôle collaboratif qui fait que le système est très très sûr. Aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de milliers de réceptions dans nos box et on n'a pour l'instant jamais eu de plainte pour vol. Très bien, vous travaillez, on l'a vu, avec les plus grands, que ce soit Amazon, Colissimo, enfin tous les chronopostes, etc. etc. Comment vous vous rémunérez en fait? Moi, en tant que client, le fait de passer par ce service, je vais avoir un petit surplus sur les coûts de livraison? Alors non, pas sur les coûts de livraison. Nous, ce service, on le loue aux copropriétés ou aux bailleurs ou aux propriétaires ou aux gestionnaires d'immeubles en général, et on le vend aux maisons individuelles. Donc en fait, c'est l'utilisateur final qui assume ce coût. Alors il faut savoir que c'est un coût très, très modeste. Dans un immeuble équipé, le service box revient à un peu moins de 2 € par mois et par appartement. Et c'est quand même un service qui est perçu comme à forte valeur de nos jours dans l'habitat collectif. Dans l'habitat individuel, il n'y a pas de location. On vend une box one qui va se substituer à votre boîte et ça coûte 299 € TTC. Voilà, et ça c'est à vie en fait. Exactement. C'est clair. C'est à vie. Vous êtes basé un peu partout en France? Alors, notre siège est à Paris. Oui. On a des activités sur un peu tout le territoire. Alors, bon, une grosse partie de l'habitat collectif, un immeuble sur 2 français sont en région parisienne. Donc c'est là qu'on travaille. Et c'est là également qu'on a tous nos partenaires les plus proches. On a récemment signé un gros partenariat avec le groupe La Poste qui s'apprête à déployer nos solutions également. Et donc, on a... Mais alors, La Poste déploiera cette solution où? Sur le territoire français. Mais dans les immeubles des habitants ou alors dans les postes? Enfin, non, c'est un système pour le résidentiel. D'accord. Donc un petit peu la même activité que nous en partenariat. Ah d'accord, là vous êtes presque en marque blanche finalement, c'est ça? Voilà, exactement. Mais est-ce que, par exemple, moi je suis intéressé par votre solution, je suis en train de regarder cette émission, j'aimerais bien avoir ce truc-là dans mon immeuble. Comment je fais pour vous contacter? C'est quoi? Il faut aller voir la copro? Comment ça fonctionne? Vous allez sur notre site internet, c'est très simple, www.box.app, et vous faites une demande, vous renseignez vos coordonnées, vous allez être rappelé par un de nos commerciaux qui va vous expliquer la démarche, qui est très simple en fait, qui va vous fournir un tout petit dossier à mettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale si vous êtes en copropriété. D'accord. Si vous êtes un bailleur, il va juste vous émettre un devis pour vous expliquer combien ça coûte de déployer la solution. Voilà, c'est 2 € par habitation, c'est ce que vous disiez. C'est 2 € par... En fait, on loue une box, ça coûte 583 € hors taxe par an. Et par box, et une box sert entre 20 et 30 appartements simultanément, donc quand on fait le calcul, ça revient à un peu moins de 2 € par mois. Très bien, merci beaucoup Adrien Oxman pour Box. Avec plaisir. Rappelons que vous en êtes le cofondateur. C'était notre rendez-vous Tech Care. Et pour terminer ce 01 Hebdo, c'est notre rendez-vous appli avec Margot Duchesne qui me rejoint sur ce plateau. Salut Margot. Salut François. Ravi de te retrouver. Ravi aussi d'être ici. Et comme chaque semaine, vous le savez, Margot enquête sur les applis, investigue, teste. Et cette semaine, tu as décidé de nous faire des économies. Exactement, je me suis dit, quoi de mieux que de faire des économies? Ça me va, c'est sympa, bien. En plus, c'est les vacances, donc on se dit autant préparer les prochaines. Et puis on parle tellement du pouvoir d'achat actuellement.
C'est sûr que c'est sur la table en permanence, hein, donc c'est ce qui occupe aussi l'esprit beaucoup des Français et des Françaises. Donc forcément, je me suis dit, quoi de mieux que quelques applications, dont la première, LOP. Alors LOP, on ne comprend pas trop au début, on se dit c'est quoi ce titre, ce nom d'application. L-O-P-P. Oui, exactement, L-O-P-P, et ça vient en fait de l'opportunité. C'est juste le petit côté un petit peu abrégé du mot. Elle est née il y a très peu de temps, en 2018, et les premiers tests ont eu lieu en août. Alors en fait, ce qu'ils le veulent, le concept même, c'est de renouer avec la tradition et la culture française au niveau des restaurateurs. C'est-à-dire qu'avant, on avait le petit café ou le petit Dijon, comme on dit, offert par tout simplement les restaurateurs, par notre barman, par notre serveur, celui du coin. Allez, je vous en remets une. Ah oui, quand même, le café offert, vous venez tout le temps. C'était le côté un peu, je fidélise et du coup, je récompense aussi mon client. Bien sûr. Et l'application, elle c'est très important d'ailleurs. Exactement, c'est comme ça aussi qu'on fidélise. Qu'on fidélise et puis que les gens reviennent et qu'ils apprécient, même s'il y a certains points qu'ils n'aiment pas forcément, ils vont revenir. Parce qu'il y a ce côté un peu commerçant de je vous offre quelque chose en retour. Et donc l'application, c'est ça le concept de base. L'objectif, c'est d'avoir 100 000 utilisateurs, 100 000 téléchargements dans les prochains mois. Pour l'instant, c'est qu'en Ile-de-France et ça va être étendu en septembre en la France entière. Je vous explique le principe, c'est très simple. Vous allez au restaurant, vous en avez pour plus de 25 €, minimum 25 €. Vous prenez en photo avec votre application l'addition, la note. Et grâce au logiciel OCR, donc la reconnaissance optique des caractères, on va pouvoir détecter de combien est le montant. Et donc, on va vous offrir entre 1 € et 99 % de l'addition. Ah oui. Ah oui, non mais c'est énorme. Entre 1 € et 99 %. Minimum, vous gagnez 1 €. D'accord. C'est quand même sympa. Ouais, peu importe ce que vous faites, vous gagnez forcément 1 €. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Et surtout, ça marche sur tous les restaurants pour l'instant, seulement d'Île-de-France, mais sur tous les 18 000 restaurants. Parce que tout simplement, grâce au numéro de Sirette. En fait, ils ont tous réuni. Et puis maintenant, c'est automatique. Dès qu'il y a un restaurant qui ouvre, et bien forcément, il est ajouté dans l'application. Et donc, j'ai fait le test dans un restaurant qui n'est pas trop connu, dans le 18e. Vraiment, ça peut être vraiment le petit kebab, le petit boui-boui ou le grand gastronomique, tout marche. Parce que le numéro de Sirette est obligatoire, je crois, sur le ticket sur le ticket de caisse. Exactement, et donc du coup, mais même de toute façon, un restaurant est obligé. Donc il y a juste besoin de le scanner. Et avec l'application, il y a quand même plus de 2000 additions scannées par jour. Et donc voilà, on peut gagner jusqu'à 99 % d'addition. Comment ça marche? C'est un algorithme, qu'on se le dise, c'est tout simple. Plus vous allez au restaurant, plus la note elle est chère, plus vous allez gagner de sous. C'est sûr, si vous y allez que de temps en temps, ça ne marchera beaucoup moins. Vous avez à peu près, donc c'est toujours en cours, il y a toujours le temps des tests en ce moment, donc ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire à l'avenir, s'ils mettent un petit peu de pub pour se payer, se rentabiliser un peu, parce que là pour l'instant, c'est pas du tout rentabilisé, les pauvres. Et puis, ils veulent... Excuse-moi, je te coupe, mais qui paye? Qui donne 7 € justement sur mon addition? Par exemple, c'est ce qu'on a discuté avec l'un des cofondateurs qui me disait, par exemple, sur 30 €, on va donner, donc le restaurateur va donner 6 € du coup à l'application. 6 €, donc sur les 6 €, il y en aura 3 qui seront dans la poche par exemple de nous et 3 qui restent pour la poche de l'application en fait. Mais donc, pour que le restaurateur donne de l'argent, c'est qu'il faut qu'il ait un intérêt. Parce bien que, sûr. Voilà, c'est pas facile de donner 6 € sur une addition de 30 €, c'est pas anodin, on est d'accord. Pour l'instant, c'est l'application, c'est les fondateurs qui financent tout, en fait, pour l'instant. Mais à l'avenir, ce serait ça l'idée, ce serait en fait de faire des partenariats avec tous les restaurateurs, les aider comme ça en leur disant, en fait, on va mettre en place un petit tableau de bord dans lequel vous pourrez avoir vos 4-5 restaurants préférés, et donc du coup, on sait que c'est les restaurants dans lesquels vous allez tout le temps. Donc l'application, elle va faire quoi? Elle va vous envoyer des petites notifications en disant, ah bah tiens, votre restaurant, il est à côté, il y a un restaurant qui est à côté de vous, vous devriez y aller parce que vous l'avez jamais testé ou parce que vous l'adorez, allez-y. Et donc le restaurateur, c'est ce côté un peu valoriser le restaurant qui va être mis en avant. C'est de la pub en fait. Exactement, c'est un peu comme de la pub. D'accord. Avec cet aspect fidélisation, parce que j'imagine qu'il y a des restos qui pourraient donner plus ou d'autres moins. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ça s'appelle donc LOP. Ouais. Ok, très bien. Tu as une autre appli, je crois. Ouais, j'en ai 2 autres. Il y a aussi Yeld. Donc Yeld, elle est née en mars 2019. Et si vous enlevez, donc c'est avec 2 E, et si vous remplacez un des E par un I, ça donne rendement en anglais. Donc c'était un peu l'idée, c'est de faire face aux imprévus et apprendre aussi aux utilisateurs et surtout aux Français à mettre de côté, à épargner, à faire attention à leur porte-monnaie tout simplement. Et grâce à cette application, les utilisateurs mettent en moyenne 120 €
par mois de côté, ce qui est quand même pas négligeable, qu'on se le dise. Et donc, vous avez pour ce faire une petite inscription qui est assez rapide, entre guillemets. Vous devez prendre votre téléphone avec l'application, scanner votre carte d'identité d'un côté et de l'autre, puis après votre tête. Donc, c'était très rigolo. Et donc, l'identification se fait en 24 heures maximum. Et à partir de ce moment-là, c'est bon, vous pouvez vous connecter à votre banque avec l'application. Et donc là, on va pouvoir avoir des objectifs, se fixer des capsules, des objectifs. Ils appellent ça des capsules, ce qui est assez rigolo. Et donc, après, vous sélectionnez votre règle d'épargne. Il en existe plusieurs pour essayer de vous stimuler, vous inciter et surtout vous motiver à toujours mettre de l'argent de côté. Il y en a c'est plutôt malin, hein, finalement. C'est ultra malin. Et puis franchement, là, il y a la nouvelle, j'arrête de fumer. Donc, tout ce que vous mettiez dans les cigarettes, là, vous les mettez de côté. Donc, comment vous allez voir? Vous vous rendez compte, c'est des sommes monstrueuses quand on voit le prix d'un paquet de clopes aujourd'hui. C'est entre 10 et 12 euros environ. Donc, forcément, ça va vite, surtout quand on est un gros consommateur. Un paquet par jour, j'ose même pas calculer. Ah ben non, je ne veux pas, ça c'est sûr. Il y a la règle aussi des 1, 2, 3, 52, c'est-à-dire que chaque semaine, la première semaine, vous mettez 1 euro de côté, la deuxième semaine, 2 euros, et la 52e semaine, 52 euros. Ah ouais. Donc du coup, petit à petit, ça vous fait quand même beaucoup de sous de côté. Mal. Il y a aussi j'épargne et j'oublie, donc c'est un montant fixe. Tous les mois, toutes les semaines, on va mettre de l'argent de côté. Il y a aussi le pile ou face, je trouvais ça plutôt rigolo. C'est un pari, vous devez par exemple dire qui va être le gagnant de Pékin Express, et si vous perdez, vous avez une somme qui se met de côté, ou encore le pas à pas, le nombre de pas à respecter par jour. Troisième appli, ça s'appelle Plume. Ouais, Plum, à peu près. Je pense que c'est plus au niveau de la prune parce que, à l'inverse de Yeld qui était complètement français, une application made in France, on a Plum qui est britannique. Alors, c'est exactement la même chose que Yeld, sauf qu'on a une chose qui diffère, c'est le cashback. Yeld, par exemple. Très à la mode, le cashback. Franchement, mais c'est pas français. Enfin, c'est pas une culture qui est très française. On en discutait justement avec le fondateur de Yeld. Yeld, lui, c'est vraiment le côté aussi une carte. Vous avez une carte virtuelle et une carte que vous pouvez acheter. C'est une Mastercard et en fonction des abonnements que vous avez, elle est plus ou moins gratuite ou elle coûte 20 euros. Et elle vous permet donc de dépenser cet argent. Il y a aussi un partenariat avec Amazon Wallet. Et donc, ça vous permet d'avoir entre 1 et 4% de bonus donc pour dépenser vos sous sur l'application Amazon. En gros, j'achète quelque chose et il y a une partie de cette somme que j'ai dépensée qui est reversée sur un compte. Non, en fait, vous avez mis de côté tant d'argent et en le virant sur votre Amazon Wallet, vous allez avoir entre 1 et 4% de bonus par rapport à ce que vous aviez en fait. Donc c'est plutôt sympa. Alors que Plum n'a pas du tout ce fonctionnement-là et marche que au cashback. La petite différence aussi au niveau des règles d'épargne, c'est que vous pouvez, c'est-à-dire que vous allez mettre de l'argent de côté les jours de pluie. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Bon, faut avoir le compte premium, mais bon, c'est plutôt rigolo. Et vous avez aussi le défi des 52 semaines qui est dans le Donc tu déprimes parce qu'il pleut et en plus parce que tu mets de l'argent. Voilà. Mais bon, on s'en rend pas trop compte. Juste quand il pleut, on sait que du coup, on va devoir mettre de l'argent de côté. Pas mal du tout. Ben voilà, tiens, si on peut économiser quelques euros pour s'offrir un petit week-end, finalement. Oui. Non, mais et puis tout ça rajouté, c'est pas anodin. C'est des sommes qu'on se fixe, donc ça peut être aussi bien 3 euros que 10 euros que juste 1 euro symbolique, mais c'est histoire de pas s'en rendre compte en fait, épargner sans le savoir. Merci beaucoup Margot. Merci. Margot Duchesne, journaliste à 01 TV pour terminer ce 01 Hebdo. Voilà, on a passé une petite heure ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouvera bien sûr la semaine prochaine avec mon camarade Jérôme qui sera de retour. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt bien sûr sur 01 TV.